Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est The Amazing Me, la psychologie du développement personnel. Ce livre parle d'une question qui préoccupe chacun de nous, comment nous rendre meilleurs. L'auteur est Shen Xian, titulaire d'un doctorat en psychologie de l'université du Zhejiang en Chine et est également conseiller psychologique avec plus de 10 ans d'expérience. Au cours de sa carrière, il a reçu plus de 6000 visiteurs. Beaucoup de gens viennent à lui avec un seul attrait principal, s'améliorer. L'auteur a donc utilisé ses propres connaissances en psychologie et combiné ces cas pour écrire ce livre, dans l'espoir d'aider davantage de personnes à devenir meilleures. Dans ce livre, Shen Xian compare le voyage mental d'amélioration au voyage du héros, qui passera par 3 étapes du départ à l'illumination, puis au retour. Que représentent ces étapes? Tout d'abord, lors de la phase de départ, qui est le tout début de l'histoire du héros, il rencontre souvent des tournants clés, voire des dangers. De la même manière, nous serons confrontés à des défis et à des transitions différents à chaque étape de la vie. Par exemple, à l'adolescence, nous serons confrontés au défi de devenir adulte. Au début de l'âge adulte, nous rencontrerons des défis dans les relations intimes ou dans le développement de carrière. Lorsque vous atteindrez l'âge mûr, vous rencontrerez à nouveau la crise de la quarantaine. Lorsque vous atteindrez enfin la vieillesse, vous serez également confronté au défi ultime de la mort. Quoi qu'il en soit, les héros finiront par surmonter leurs peurs intérieures, choisiront de relever ces défis et reprendront la route avec courage. Nous aussi, nous choisirons de nous lancer dans des défis pour devenir meilleurs. Vient ensuite l'étape de l'illumination, qui est une étape critique pour la croissance. Parce que partir de la décision de se lancer dans ce voyage du héros signifie sortir de la zone de confort, les habitudes comportementales et les schémas de pensée d'origine peuvent être complètement inutiles, et de nouveaux comportements et schémas de pensée doivent être maîtrisés. Heureusement, au cours de ce voyage, les héros rencontrent généralement un gardien spécial, tout comme Gandalf dans le film Le Seigneur des Anneaux et Dumbledore dans Harry Potter, qui les guide et les protège. Notre voyage aussi. Parfois, notre tuteur peut être un modèle admirable, et parfois ce peut être un livre, tout comme le livre dont nous allons parler dans cet épisode, qui joue le rôle d'un tuteur. Après avoir accumulé cette énergie, les héros commenceront à affronter des ennemis ou des monstres, et nous devrons également faire face aux défis de la vie. Ce processus peut être difficile et long, mais ce que nous en tirons est inattendu. Enfin, le héros accomplit sa mission, il partagera ce qu'il a appris au cours du voyage avec ceux qui attendent de partir et deviendra le gardien des autres au cours de leur voyage. Vous voyez donc, l'essence d'une histoire héroïque n'est pas une bataille ou un acte héroïque, mais le voyage d'auto-transformation et de découverte de soi que chacun de nous traverse. Bien que chacun de nous entreprenne un voyage pour des raisons différentes, pour chacun, le changement existe dans chaque action, chaque pensée et chaque relation. Le comportement est le moi externe, la pensée est le moi intérieur, et notre comportement et notre pensée sont largement façonnés par les relations. Par conséquent, je parlerai ensuite de la manière de nous améliorer et de compléter notre propre voyage de héros à partir des 3 aspects du comportement, de la pensée et de la relation, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'individu à la relation. Première partie. Voyons d'abord comment initier un changement de comportement. Nous savons qu'il est plus facile à dire qu'à faire de s'améliorer. La plupart du temps, il est constamment déterminé, mais incapable de constamment déterminer. Une enquête médicale a montré que si un cardiologue disait à des patients atteints d'une maladie cardiaque grave que s'ils ne changent pas leurs habitudes de vie personnelles, comme une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le tabagisme, etc., leur vie pourrait bientôt être en danger. Même dans ce cas, seule une personne sur 7 modifiera réellement ses habitudes de vie. Certes, les 6/7 restants veulent également survivre, et ils savent quoi faire, mais ils ne peuvent tout simplement pas changer. Pourquoi le changement est-il si difficile? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce qu'est le changement. L'auteur a déclaré que l'essence du changement de comportement est de remplacer les anciennes expériences par de nouvelles en créant de nouvelles. La raison pour laquelle le changement est difficile est que l'expérience ancienne est trop forte et qu'il n'est pas facile de sortir de la zone de confort psychologique. À première vue, cela semble un peu cliché. La zone de confort psychologique n'est-elle pas simplement un environnement confortable et familier? Il n'est naturellement pas facile de quitter un tel environnement. Par exemple, certaines personnes trouvent un emploi stable et confortable dans leur ville natale. Même si cela ne leur procure pas un grand sentiment d'accomplissement, il est relativement confortable. Au fil du temps, elles ne veulent plus affronter de difficultés ni se mettre au défi. C'est compréhensible. Mais est-ce vraiment le cas? En fait, pas entièrement. Par exemple, la zone de confort psychologique ne signifie pas nécessairement un cadre de vie confortable. Tout comme le personnage de Holbo dans le film The Shawshank Redemption, alors qu'il était sur le point d'être libéré après avoir purgé 50 ans de prison. Non seulement il n'était pas plein de joie, mais il hésitait même à tuer quelqu'un avec un couteau afin de continuer à purger sa peine en prison. Vous voyez, la prison n'est pas confortable, mais c'est la zone de confort psychologique de là au but. Autre exemple,
quitter un environnement familier ne signifie pas nécessairement sortir de sa zone de confort psychologique. Certaines personnes, après avoir changé de lieu ou d'emploi, subissent immédiatement un changement radical. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont restés inchangés. Alors, que signifie sortir de la zone de confort psychologique? L'auteur nous dit que ce n'est qu'en changeant notre façon de réagir que nous pourrons véritablement sortir de notre zone de confort psychologique. Alors comment faire? Premièrement, nous pouvons utiliser le principe des petits pas pour faire le premier pas vers le changement. Cela signifie faire un petit pas sur la voie du changement, en commençant par la plus petite taille et en obtenant un petit succès. Accumuler de l'expérience grâce à de petits succès continus pour fournir une motivation psychologique pour la prochaine étape, afin que les changements soient plus faciles à suivre. Par exemple, les Alcooliques Anonymes sont probablement l'une des organisations les plus efficaces au monde pour aider les gens à changer. 2,1 millions de personnes y cherchent de l'aide chaque année et jusqu'à 10 millions de personnes y parviennent à arrêter de boire. Qu'ont fait les Alcooliques Anonymes? Ils disposent de la fameuse méthode en 12 étapes. La première étape de cette approche consiste à admettre que nous ne pouvons rien faire pour lutter contre l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettez simplement que vous êtes hors de contrôle d'abord. De cette façon, nous n'avons pas à nous concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ensuite, les Alcooliques Anonymes utilisent le principe des petites étapes et demandent à leurs membres d'établir le principe un jour à la fois, ce qui signifie que vous ne devez pas promettre d'arrêter de boire ou de ne jamais toucher à l'alcool pour le reste de votre vie. 24. Ne buvez pas d'alcool en quelques heures. Étage 24 heures plus tard? C'est un nouveau jour, fixez-vous de nouveaux objectifs. Grâce à ce principe des petits pas, de nombreuses personnes ont réussi à se débarrasser de l'alcoolisme. Par conséquent, le principe des petits pas n'est pas axé sur le résultat, mais sur l'action ici et maintenant. Concentrez-vous sur le petit pas que vous pouvez faire devant vous et faites-le bien. Le principe semble très simple, mais la puissance du principe des petites étapes est grande. Il était une fois une telle histoire. Un vieux moine et un jeune moine descendirent la montagne pour demander l'aumône. Lorsqu'ils revinrent au pied de la montagne, il faisait déjà nuit. Le petit moine regarda devant lui et demanda avec inquiétude au vieux moine, « Maître, il fait si sombre, la route est si longue, il y a des falaises et toutes sortes de monstres sur la montagne, et nous n'avons que cette petite lanterne, comment pouvons-nous rentrer à la maison ?» Le vieux moine le regarda et dit calmement 3 mots, « Regardez vos pieds. » Regarder vos pieds relève du bon sens, mais c'est le processus de changement. Si vous êtes inquiet des routes de montagne accidentées et des bêtes sauvages, vous n'oserez pas faire un pas en avant. Si vous vous dites simplement de regarder clairement vos pieds, vous pourriez un jour regarder en arrière et constater que vous êtes allé très loin en marchant. Nous avons appris que de petits pas peuvent faire une grande différence. Mais parfois, même si les gens réussissent à faire le premier pas vers le changement, il est facile d'abandonner à mi-chemin. Alors, comment pouvons-nous consolider de nouvelles expériences en habitudes durables et ne plus nous retirer dans une zone de confort psychologique pleine de tentations? Nous pouvons utiliser la puissance du domaine environnemental. Ce champ environnemental n'est pas une mystérieuse énergie cosmique, il fait plutôt référence à l'environnement qui contient un grand nombre d'indices comportementaux. Ces signaux comportementaux peuvent déclencher des comportements spécifiques. Pour parler franchement, différents environnements peuvent déclencher chez nous différents comportements. Par exemple, lorsque nous allons habituellement au travail, au salon de thé et à la cantine, tout le monde ne fait que discuter et plaisanter entre nous. Une fois que nous entrons dans le bureau, nous devenons sérieux. Vous voyez, nous, les humains, sommes de tels animaux environnementaux. Différents environnements inspireront en nous une psychologie différente, et une psychologie différente déclenchera en nous des comportements différents. Sachant cela, nous pouvons prendre l'initiative d'en profiter, utiliser différents environnements pour nous donner différentes indications psychologiques et apporter des changements subtils en nous-mêmes. Un exemple est donné dans le livre, qui est le propre exemple de l'auteur Shen Xian. Il a dit que ce livre a été achevé dans la salle d'études de la bibliothèque provinciale du Zhejiang. En fait, il a une salle d'études à la maison et, en tant que conseiller psychologique, il n'en a pas besoin. Lorsque vous travaillez, vous avez plus de temps libre et pouvez passer beaucoup de temps à la maison. Mais il a simplement laissé la salle d'études de la maison inutilisée et a dû se rendre jusqu'à la bibliothèque pour écrire un livre. Pourquoi? Tout simplement parce que, même si la salle d'études est agréable à la maison, nous pensons toujours inconsciemment que la maison est un endroit pour se reposer et se détendre. Puisque la bibliothèque est pleine de gens qui étudient sérieusement, ils seront naturellement plus motivés. C'est le changement que le domaine environnemental nous apporte, donc si vous sentez que vous n'êtes pas assez motivé pour faire quelque chose et que vous ne pouvez pas persister, autant essayer de changer l'environnement, peut-être que cela aura un effet différent. La seconde partie. Devenir une meilleure version de nous-mêmes nécessite non seulement des changements de comportement, mais aussi le fonctionnement efficace de la pensée intérieure. Souvent, ce qui nous empêche de devenir meilleur n'est pas notre comportement, mais la pensée conservatrice et rigide qui se cache derrière notre comportement. Nous avons dit plus tôt que le changement de comportement nécessite de sortir de la zone de confort psychologique et de remplacer les anciennes expériences par de nouvelles.
Les changements de pensée nécessitent également de remplacer les anciennes pensées par des nouvelles. Alors, quel type de mode de pensée entraveront notre changement? Ce livre mentionne 3 types typiques de pensée, à savoir la pensée fixe, la pensée de vrai et la pensée absolue. Regardons-les un par un. Le premier est la pensée fixe. Une caractéristique typique des personnes ayant un état d'esprit fixe est qu'elles ont la lourde tâche de faire leurs preuves. Leur attention n'est pas sur la façon de faire avancer les choses, mais sur la façon de maintenir « je suis fort ». Par exemple, ils sont plus susceptibles d'abandonner face à un défi parce qu'ils craignent qu'une tâche difficile ne révèle qu'ils ne sont pas assez bons. Pour un autre exemple, ils peuvent penser que si quelque chose peut être accompli grâce à un travail acharné, cela est honteux et indique qu'ils ne sont pas assez capables. Même si ce type de réflexion sauve la face et évite l'anxiété, elle devient aussi un obstacle pour aller plus loin. Le deuxième type est celui de penser « je devrais être comme ça ». Par exemple, si je me suis relâché récemment, je devrais acheter des livres pour m'enrichir, si j'ai trop mangé récemment, je devrais me procurer une carte de remise en forme et faire de l'exercice. Cependant, il est souvent difficile de réussir en faisant les choses avec ce genre de réflexion. Pourquoi la réflexion devrait-elle, n'apporte-t-elle pas les changements que nous souhaitons? Parce que la pensée devrait, dit l'auteur, est essentiellement une forme d'imitation. Pour le dire simplement, il ne veut pas vraiment travailler dur, il espère juste satisfaire l'idée que il devrait travailler dur dans son cœur en montrant ses efforts. Le troisième type est la pensée absolue. La permanence, l'universalisation et la personnification sont les 3 méthodes de traitement de la pensée absolue. Par exemple, après être tombé amoureux, si vous sentez que vous n'aimerez plus jamais, cela est permanent. Pour un autre exemple, d'un corbeau noir, c'est généralisé à tous les corbeaux du monde, de quelqu'un qui est injuste envers moi, cela est généralisé au monde entier qui est injuste envers moi. C'est la généralisation. Enfin, si nous pensons que les mauvaises choses sont la faute de quelqu'un d'autre ou qu'elles sont de notre propre faute, c'est de la dépersonnalisation. Une fois la pensée absolue adoptée, il est difficile pour les gens de voir l'espoir d'un changement. Si nous voulons devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous avons besoin d'une façon de penser plus flexible et de remplacer l'ancienne pensée par une nouvelle pensée. Si le changement de pensée est comparé à une rivière, alors pour qu'une rivière coule, il faut avant tout quelle est la tension générée par l'écart entre la source et le point final de la rivière. La tension générée par cet écart est causée par l'écart entre la réalité et les objectifs lorsque nous faisons les choses. Le pouvoir de la rivière, deuxièmement, le canal fluvial qui contrôle la direction de la rivière est essentiel, et le canal fluvial est la façon de faire les choses. Enfin, il doit aussi avoir la source d'eau vive qui se renouvelle constamment, et la source d'eau vive fait ici référence au contact avec la réalité. Nous ne détaillerons pas la motivation à devenir meilleur, tout le monde l'a. Ensuite, nous nous concentrons sur les modes de pensée qui peuvent conduire à un comportement efficace et sur la manière d'utiliser ces modes de pensée pour transformer la motivation en action. Ce livre mentionne 2 méthodes particulièrement pratiques, à savoir la dichotomie du contrôle et la pensée de proximité. Parlons d'abord de la dichotomie du contrôle. En tant que conseiller psychologique, l'auteur a découvert que le problème de la plupart des gens est qu'ils essaient toujours de contrôler les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler notre passé ou l'environnement dans lequel nous vivons. Parfois, nous ne voulons pas admettre que ces choses échappent à notre contrôle, alors il y a toujours dans notre esprit l'attente que ça devrait être comme ça. Donc, dans un sens, la pensée devrait être notre attachement aux choses qui échappent à notre contrôle. Il en va de même pour la pensée rigide et la pensée absolue. La pensée fixe se concentrera sur les capacités que nous ne pouvons pas contrôler plutôt que sur les efforts que nous pouvons contrôler. La pensée absolue utilisera d'abord des exigences absolues. Elle étend infiniment la portée de notre contrôle, et nous rend ensuite abandonner les facteurs que nous pouvons contrôler à cause de la frustration. La dichotomie du contrôle nous dit que nous devrions nous efforcer de contrôler les choses que nous pouvons contrôler, plutôt que d'essayer de contrôler les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il est divisé en 2 étapes. La première étape consiste à réfléchir à ce que vous pouvez contrôler et à ce que vous ne pouvez pas contrôler, et à porter votre attention sur les parties que vous pouvez contrôler. La deuxième étape consiste à découvrir les pièces que vous pouvez contrôler, à élaborer un plan et à travailler dur pour bien le faire. Par exemple, si vous voulez faire de l'exercice, on ne sait pas si vous pouvez atteindre la silhouette idéale dont vous rêvez. Personne ne peut le garantir. C'est quelque chose qui échappe à votre contrôle à ce stade, mais vous pouvez contrôler si vous vous levez tôt. Et si vous faites une promenade nocturne dans la communauté. Vous pouvez également contrôler votre propre alimentation. Même si vous ne pouvez pas vous contrôler pour faire de l'exercice tous les jours, vous pouvez vous assurer de faire de l'exercice au moins 1 jour par semaine. Après avoir identifié ces parties contrôlables, vous pouvez élaborer un plan. Par exemple, quand vous levez le matin, quels exercices faire, quel type de régime à sortir, puis travailler dur pour bien faire cette partie. Même si ces choses peuvent sembler insignifiantes et ne peuvent pas changer immédiatement le résultat, ces petites choses contrôlables peuvent nous aider à nous concentrer sur le moment présent plutôt que de nous soucier des résultats futurs. C'est la première méthode, la dichotomie du contrôle.
Parlons ensuite de la deuxième méthode, appelée pensée proche. Qu'est-ce que la pensée proche? La pensée proche se concentre sur les choses qui sont réelles, qui se produisent et qui sont proches. La pensée distante, quant à elle, se concentre sur des choses imaginaires et lointaines qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Il y a une métaphore si frappante dans le livre, qui dit que penser à distance, c'est comme regarder la télévision, nous pensons voir clairement, mais ces images sont ce que le réalisateur veut que nous voyons. La réflexion de Nier ressemble plus à une scène de tournage, il y a peut-être trop de détails pour tout voir, mais nous verrons de plus en plus de choses réelles. Alors, comment pouvons-nous maîtriser la façon de penser de près? Il y a 3 principes qui peuvent nous aider. Le premier principe est d'utiliser un langage descriptif plutôt qu'un langage évaluatif. Qu'est-ce que le langage descriptif? C'est un peu comme le langage des lentilles, qui ne signifie pas d'évaluation ni d'adjectif, juste des verbes décrivant ce qui se passe. Par exemple, cette mère est très contrôlante, et cette fille est très obéissante. Comment convertir ces 2 phrases évaluatives en langage descriptif? Vous pouvez dire, cette mère montre sa fille du doigt et dit, je ne te permets pas de faire ça. La fille a baissé la tête et n'a rien dit. Il s'agit d'un langage descriptif, vivant, riche et complet. De sens, possibilité de changement. Si nous disons simplement, cette mère est très contrôlante, et cette fille est très obéissante, alors il sera difficile de laisser de la place à l'exploration et au changement. Le deuxième principe est de poser des questions précises et non abstraites. Les questions abstraites sont souvent des questions vastes et générales comme « Je suis très introverti » et « Que dois-je faire si je tergiverse ?» Tandis que les questions spécifiques devraient être « Je suis très introverti et chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai certains problèmes. Que dois-je faire si je suis nerveux ?» De telles questions peuvent stimuler davantage la réflexion. Par exemple, vous voudrez peut-être savoir quelles personnes que vous rencontrez sont facilement nerveuses et lesquelles ne le sont pas? Dans quelle situation êtes-vous facilement nerveux, et dans quelle situation ne l'êtes-vous pas? Le troisième principe est de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, plutôt que sur le résultat. La plupart des gens veulent voir quelque chose avant de pouvoir y croire. Et parfois, nous devons d'abord y croire et investir avant de pouvoir voir ce que nous voulons voir. Si nous envisageons toujours les conséquences de nos actes dans notre esprit, nous perdrons la capacité d'agir. En parlant de cela, résumons brièvement. Vous constaterez peut-être qu'il s'agisse du principe des petits pas dans le changement de comportement ou de la dichotomie du contrôle et de la pensée proche dans les changements de pensée, une chose semble être constamment soulignée. Oui, le comportement et la pensée sont intégrés. Quel que soit le point de départ, quelle que soit la méthode utilisée, son noyau et son point final sont de mettre l'accent sur le moment présent et de se concentrer sur le présent. La troisième partie. Nous avons discuté précédemment de la manière de promouvoir les changements de comportement, ainsi que des schémas de pensée qui sous-tendent le comportement, tous considérés d'un point de vue individuel. Ensuite, changeons de perspective et parlons de la façon de nous améliorer dans une perspective plus large, celle des relations. Ce livre dit que dans le passé, nous pensions que c'était la personnalité qui affectait ce que nous pensons et faisons, mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est la relation dans laquelle nous sommes qui détermine nos pensées et nos actions. Par exemple, les introvertis peuvent être timides et ne pas savoir quoi dire lorsqu'ils parlent à des inconnus, mais devant des amis familiers, ils s'amuseront beaucoup et parleront beaucoup. Pour un autre exemple, les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes se sous-estimeront toujours lorsqu'elles feront les choses, mais s'il y a quelqu'un dans une certaine relation qui croit sincèrement en elles et les apprécie, elles deviendront également très confiantes. Vous voyez donc qu'il y a un grand avantage à se comprendre soi-même d'un point de vue relationnel. C'est différent d'un point de vue individuel. Vous n'avez pas besoin de vous qualifier de sensible et introverti, inférieur ou confiant. Vous pouvez apprendre de différentes perspectives, découvrir une version différente de vous-même dans les relations et même rechercher une relation qui vous permet de mieux performer. Par conséquent, bien souvent, si nous ne sommes pas satisfaits du statu quo mais sommes incapables d'apporter des changements, ce n'est peut-être pas notre problème personnel, mais plutôt un problème avec la relation dans laquelle nous sommes. Alors, quels problèmes vont surgir dans notre relation? Dans ce livre, l'auteur énumère de nombreux problèmes qui seront rencontrés dans les relations. Ici, je choisirai 2 scènes particulièrement courantes de la vie pour en parler avec vous. Le premier scénario est « Tout est de votre faute ». Vous devez connaître cette phrase, car vous entendrez souvent des accusations comme celle-ci. Par exemple, certaines personnes disent « J'ai dit il y a longtemps que lorsque quelque chose arrive, vous devez d'abord en chercher les raisons auprès de vous-même. » À qui blâmez-vous si vous n'écoutez pas? Le sens de cette phrase est « Pourquoi tu ne peux pas chercher les raisons par toi-même? C'est de ta faute. » Pour un autre exemple, certaines personnes diront « Je peux changer, à condition que l'autre personne devienne plus douce et plus prévenante. » Le sens derrière cette phrase est aussi « Parce que tu n'as pas changé, donc je ne peux pas changer, c'est tout est de ta faute. » Nous connaissons tous ces scènes, mais beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les raisons qui les sous-tendent. Alors quelle est la raison? En fait, comme nous l'avons mentionné précédemment, nous ne nous regardons pas d'un point de vue relationnel, mais d'un point de vue individuel.
La perspective individuelle peut facilement conduire à une pensée causale et nous faire sentir que c'est la personnalité d'une personne qui provoque la relation. Par exemple, parce que la mère est très contrôlante, son mari et ses enfants ont des objections à son égard, et une telle pensée causale conduira à une pensée bonne et mauvaise, ce qui signifie que tout est de la faute de la mère. Cependant, l'auteur a déclaré que les comportements des gens dans les relations se façonnent mutuellement et qu'il n'y a pas de cause et d'effet clairs, ni de bien ou de mal clair. Pour le dire franchement, de telles accusations sont une sorte de comportement de rejet de la faute. Cela oblige en fait les autres à assumer la responsabilité de nos sentiments, évitant ainsi intelligemment nos propres responsabilités dans les relations interpersonnelles. Si la responsabilité appartient à l'autre partie, alors nous naturellement pas besoin de changer. Le deuxième scénario est « tout est de ma faute ». Contrairement à « tout est de ta faute », tout est de ma faute signifie vouloir assumer la responsabilité des sentiments des autres, assumer des responsabilités que l'on ne devrait pas assumer et se laisser tomber dans une culpabilité inutile. C'est très courant, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Par exemple, l'auteur Shen Xian a participé un jour à un salon de conseil psychologique. Un membre du public présent sur les lieux a eu de tels problèmes. Ce membre du public a déclaré « J'ai un ami qui a été malheureux récemment. Je soupçonne qu'il souffre de dépression. Je l'ai persuadé. À chaque fois, il refusait d'aller consulter un psychologue. En tant qu'ami, je me sens très coupable de le voir devenir déprimé de jour en jour. » Derrière cette phrase se cache en fait l'expression de « tout est de ma faute, tout est de ma faute ». Veuillez le conseiller soigneusement afin qu'il ne sollicite pas de conseils psychologiques. Alors, quelle est la cause profonde de « tout est de ma faute » ? La raison en est que, plutôt que d'endurer la culpabilité et l'auto-accusation, nous sommes plus réticents à admettre que nous sommes impuissants dans une relation importante et que le sentiment d'impuissance est insupportable. Mais l'auteur nous rappelle également qu'aider les autres sans limite nous plongera non seulement dans des émotions négatives, mais pourrait même nuire à nos relations. Tout comme deux œufs, chacun avec sa propre coquille, peu importe à quel point il veut se rapprocher des autres œufs, il ne peut qu'espérer devenir des œufs dans le même panier, mais ne peut pas espérer devenir le même œuf. Si proche qu'il est facile de déjouer les pronostics. Pourquoi y a-t-il tant de problèmes interpersonnels dans la vie ? À travers les deux scénarios ci-dessus, nous pouvons en fait trouver une raison commune, à savoir que la plupart des problèmes interpersonnels sont en fait causés par l'incapacité de distinguer ce qui concerne les autres et ce qui relève de la sienne. Tout comme lorsque les gens disent « tout est de la faute des autres », ils transfèrent en fait leur propre responsabilité aux autres, alors que « tout est de ma faute » est le contraire, assumant les responsabilités des autres et supportant des fardeaux inutiles. L'une des parties blâme toujours l'autre partie, et l'autre partie a toujours le sentiment que tout est de sa faute. Dans une telle relation, les deux personnes sont étroitement liées l'une à l'autre et se torturent mutuellement. Elles veulent rompre mais ne peuvent pas changer. Alors, comment construire une nouvelle relation saine ? La réponse est évidente. C'est vrai, vous devez clairement distinguer ce qui est l'affaire des autres et ce qui est votre propre affaire, quelles sont les émotions des autres et quelles sont vos propres émotions, et établir des limites interpersonnelles saines. En psychologie, il existe un terme approprié pour désigner cette méthode, appelée séparation des sujets. La séparation des projets est une théorie proposée par le psychologue Adler. Elle dit que la clé pour résoudre les problèmes interpersonnels est de faire la distinction entre quel est votre projet et quel est mon projet, puis de faire du bon travail dans chacun d'eux. C'est tout. Comment déterminer qui est responsable d'un projet ? En fait, c'est très simple, cela dépend de qui supportera les conséquences directes de l'action. Celui qui supportera les conséquences directes sera responsable. Par exemple, l'auteur Shen Xian a déclaré que le problème le plus courant en consultation est l'enchevêtrement émotionnel entre les parents et les enfants adultes. Les parents ont le sentiment que quel que soit l'âge de leurs enfants, ils restent des enfants, avec de faibles capacités d'autogestion et un esprit immature, ils s'inquiètent donc de tout et parfois ne veulent même pas que leurs enfants quittent la maison et deviennent indépendants. D'un autre côté, en tant qu'enfants, ils sentent qu'ils ont grandi et mûri, et espèrent que leurs parents sauront lâcher prise, mais ils ne supportent pas de blesser le cœur de leurs parents et craignent d'être seuls, ils ne pourront donc pas être indépendants pendant longtemps. Ce qu'il faut faire ? À ce stade, vous pouvez essayer la méthode de séparation des sujets. Par exemple, les parents devraient comprendre que leurs inquiétudes et leurs réticences sont leurs propres problèmes et ne devraient pas en faire une raison pour ne pas laisser leurs enfants sortir et devenir indépendants. Et vos enfants devraient également comprendre que quitter la maison est votre problème, pas celui de vos parents. Vous devriez vous battre vous-même au lieu de vous plaindre qu'ils n'ont pas pris l'initiative de vous laisser partir. En parlant de ça, vous vous posez peut-être cette question, la fin des relations interpersonnelles est-elle la séparation ? Avons-nous vraiment besoin de tracer des limites avec notre famille et nos amis pour devenir de meilleures personnes ? L'auteur répond à cette question en citant le livre « You Can Go Home Again », écrit par la thérapeute familiale Monica MC-Goldry, qui affirme que seuls ceux qui ont quitté leur famille peuvent choisir de rentrer chez eux. De même, ce n'est que lorsque nous devenons indépendants dans une relation que nous pouvons véritablement investir dans une relation avec une attitude mature et autonome. La séparation n'est jamais la fin des relations, la séparation sert à une meilleure connexion.
Vous voyez, les relations sont tellement magiques qu'elles peuvent nous faire perdre, et elles peuvent aussi nous aider à nous retrouver. Ce n'est peut-être qu'en abandonnant l'enchevêtrement dans les relations que nous pourrons savoir ce que nous voulons vraiment et apporter de réels changements. Maintenant, résumons brièvement. Au début, nous disions que devenir une meilleure version de soi-même est comme un voyage de héros. Vous rencontrerez toutes sortes de difficultés et de revers sur le chemin pour devenir meilleur, et ce livre est l'équivalent du gardien du voyage. Au comportement externe, à la pensée interne, aux relations qui affectent ce que nous pensons et faisons, cela nous apporte inspiration et conseils sous différents angles. Dans le changement de comportement, le principe des petits pas nous aide à faire le premier pas du changement, et le domaine environnemental nous aide à solidifier de nouvelles expériences en habitudes durables. Dans le changement de pensée, la dichotomie du contrôle et la pensée proche nous aide à briser l'ancienne pensée rigide, la pensée de vrai et la pensée absolue. Dans le changement de relation, la séparation des sujets nous aide à distinguer ce qui est l'affaire des autres et ce qui est notre propre affaire, atténuant ainsi les troubles et les liens dans les relations. Enfin, l'auteur prévient que nous pouvons considérer ce livre comme une carte du changement, mais il se peut qu'il ne s'agisse que d'une carte partielle et que certains endroits ne sont pas aussi clairement indiqués. Mais tant que vous avez une carte, vous pouvez partir. Vous pouvez essayer de changer et en apprendre davantage sur le développement personnel en vous basant sur l'expérience du changement. Peut-être constaterez-vous que certaines de vos expériences sont très similaires à celles de ce livre, et d'autres non. Peu importe, car le chemin que vous empruntez est plus important que la carte. Je souhaite que vous puissiez vous lancer le plus tôt possible dans votre propre voyage héroïque. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.